Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo FAQ 100 000 abonnés. 100 000 abonnés, on a littéralement explosé toutes les limites que j'avais imaginées lors de la création de cette chaîne. Alors évidemment, 100 000 abonnés, c'est un nombre qui est d'abord symbolique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalité des 100 000 personnes derrière ces abonnements. 100 000 personnes qui ont estimé que le contenu que je proposais sur cette chaîne était suffisamment intéressant pour que ça mérite de cliquer et de recevoir les notifications des prochaines vidéos. Donc que dire à part que je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien grandissant, pour votre fidélité. J'en profite, puisque j'ai la parole, pour remercier également toutes les personnes qui soutiennent la chaîne avec les partages de vidéos, avec les commentaires, également les personnes qui me soutiennent financièrement, que ce soit sur Tipeee, également par le système des souscriptions directement sur la chaîne YouTube. Votre soutien m'est évidemment très utile d'un point de vue matériel, mais également du point de vue moral, du point de vue de la motivation que vous m'apportez, parce que croyez-moi que lorsqu'on reçoit un petit mail pour nous dire qu'on a reçu un don, même modeste, eh bien c'est quelque chose qui nous encourage, c'est quelque chose qui nous donne envie de continuer. Donc rien que pour ça, merci énormément à vous tous. Alors 100 000 abonnés, on commence à s'approcher des chaînes moyennes sur YouTube, on n'est pas encore dans les grosses chaînes qui comptent plus d'1 million d'abonnés, mais en tout cas les chaînes moyennes. Qu'est-ce que ça va changer concrètement sur la chaîne? Bien pour l'instant, pas grand-chose, c'est-à-dire que je vais continuer à poursuivre les formats qui vous plaisent, notamment les audios philosophiques qui vous plaisent toujours, de plus en plus même. Je continuerai également de faire parfois des vidéos filmées comme celle-ci, là c'est un petit peu exceptionnel puisque c'est une FAQ, mais je continuerai malgré tout à faire des vidéos filmées, et je compte également lancer un nouveau format dont je vous parlerai à l'occasion de cette FAQ, puisque l'une des questions qui m'a été posée par un internaute parle justement de ça. En attendant, j'ai un grand nombre de questions qui m'attendent, donc on va pas perdre davantage de temps. Et encore une fois, bien désolé à toutes les personnes auxquelles je ne répondrai pas dans cette vidéo, mais évidemment vous aurez d'autres occasions de vous rattraper. Donc on y va, c'est parti pour la première question. Ça m'intéresserait de savoir comment tu prépares tes vidéos, même les détails techniques ennuyeux m'intéressent. Alors, puisqu'on me le demande, je vais parler des détails ennuyeux de la préparation de mes vidéos. Alors, faut savoir qu'il y a différents formats sur ma chaîne, comme vous le savez, et je ne prépare pas de la même façon les différents types de vidéos. On va commencer par parler des vidéos qui vous plaisent le plus, en tout cas dans la majorité, c'est-à-dire les vidéos audio, les audios philosophiques, qui sont des vidéos que je ne prépare quasiment pas. Quand je dis quasiment pas, c'est-à-dire que j'ai d'abord l'idée, j'ai d'abord le thème, l'auteur dont je vais parler, et puis ensuite sur une feuille de brouillon, sur une feuille A4, je vais noter les idées principales, les idées dont j'ai vraiment envie de parler, que je ne souhaite vraiment pas oublier dans ma vidéo. Parce que ça m'est arrivé, au début, lorsque je commençais à réaliser ce type de vidéo, de me réécouter ensuite et de me dire, mince, là j'ai oublié de parler de quelque chose d'important. Et ça crée une sorte de frustration, de gêne, comme si finalement j'avais mal fait mon travail. Et ça, c'est quelque chose que je déteste. Donc j'ai pris l'habitude de noter les grands axes, les lignes directrices ou les grandes idées que je voulais aborder dans mes vidéos, et ensuite j'improvise. J'improvise, c'est-à-dire que bien je parle, et puis au fur et à mesure de l'avancée des explications, les idées me viennent, les exemples me viennent, les anecdotes me viennent, et c'est comme ça que se construit la vidéo. Ce que vous ne voyez pas sur ces vidéos, c'est qu'il y a un travail de montage, et notamment un travail de coupure. Travail de coupure parce que ça peut m'arriver des fois de m'emballer, de parler pendant 2 heures, 2 heures et demie, sur une vidéo qui va finalement, au total, durer 30, 40 ou 50 minutes. Je sais que parmi vous, certains voudraient que je garde ces moments coupés au montage, mais je vous assure que lorsque je fais mon montage, je sais ce que je fais, et tout est pensé, tout est travaillé. Par exemple, le rythme de mon élocution, il est volontaire. Les silences que je laisse, que je place dans mes vidéos, sont volontaires. Ils ont une fonction. Parfois, j'ai des personnes qui me disent en commentaire tu pourrais parler plus rapidement, ou cette vidéo pourrait durer moins de temps, elle pourrait être plus courte. Et là, j'ai envie de leur répondre, est-ce que ça te viendrait à l'esprit d'écouter ta chanson préférée en accéléré? Est-ce que tu écouterais ta chanson préférée en vitesse x2? Ça m'étonnerait. Pourquoi? Parce que le rythme et la mélodie, bien, c'est ça finalement l'essence de la chanson, c'est son rythme et c'est sa mélodie. Eh bien moi, mes vidéos, mes audios philosophiques, elles ont un rythme dont je décide, et elles ont une mélodie qui sont mes paroles. Et c'est cette alliance, cet alliage entre le rythme et la mélodie, eh bien, qui va créer ensuite ce que je considère comme étant une bonne vidéo. Voilà comment j'organise mon travail pour les audios. Maintenant, pour les vidéos filmées,
Il y en a certaines que je scripte, c'est-à-dire dont le texte est écrit de A à Z, sur lesquelles ça peut m'arriver d'improviser et parfois de garder des phrases qui n'étaient pas prévues à l'écriture, comme ça peut également m'arriver de finalement enlever certaines phrases que j'avais prévues au script et qui, à l'oreille justement, j'insiste beaucoup sur cette question de la musicalité du propos, à l'oreille, je finis par me dire que ces phrases vont surcharger, vont alourdir le propos, et dans ce cas-là, ça va m'arriver de les couper au montage. Il faut savoir que lorsqu'une vidéo vous paraît avoir été réalisée facilement, c'est la preuve qu'elle est réussie. Parce que c'est une vidéo dont vous ne voyez pas les défauts, c'est donc une vidéo dont on a réussi à éliminer tous les défauts. Et c'est vraiment comme ça que je conçois moi le travail de réalisation de mes vidéos. Je fais en sorte que l'on se dise que cette vidéo a été facile à réaliser. Et si c'est ce qu'on se dit, si on a l'impression que je l'ai faite d'une traite ou que je n'ai quasiment pas passé de temps sur mon montage, eh bien c'est la preuve pour moi que la vidéo est réussie. Question suivante. Pourquoi ne pas faire des podcasts ou mettre les vidéos en podcast sur les plateformes de streaming? Alors, excellente question qu'on m'a déjà souvent posée. Je t'avouerai que la seule raison pour laquelle je n'ai pas encore mis mes audios philosophiques sur des plateformes de podcast, c'est tout simplement par manque de temps, parce que je suis tout seul à gérer l'entièreté de l'activité de la chaîne, et que même si ça n'a l'air de rien, quand on est de l'autre côté de l'écran, mettre en ligne des vidéos ou des audios, remplir tous les onglets, remplir l'encart description, la simple mise en ligne qui prend du temps aussi, c'est quelque chose de très chronophage, et on est obligé parfois de sacrifier des choses au profit des priorités. Donc ma priorité, c'est que mes audios soient vus et que je puisse en faire d'autres, que j'ai le temps d'en faire d'autres. Et donc ça m'impose aussi de faire des choix. Peut-être que lorsque j'aurai davantage de temps, lorsque j'aurai plus de latitude dans mon travail sur ma chaîne YouTube, à ce moment-là, eh bien je pourrai diversifier les plateformes et effectivement mettre en ligne mes audios sur des plateformes dédiées. Question suivante. Concrètement, qu'est-ce qui vous aide à combattre la procrastination? La passion. La passion, c'est ce qui m'aide à combattre la procrastination, parce que quand on a de la passion, on a de l'énergie. Et quand on a de l'énergie, on n'a pas envie de remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même. Moi, mon problème n'est pas que je remets au lendemain ce que je n'ai pas envie de faire. Mon problème, c'est que je suis déjà au lendemain alors que je n'ai pas fini ce que j'étais déjà en train de faire. Mon problème, c'est que je manque de temps. Des idées, j'en ai, de l'énergie, j'en ai, de la volonté, j'en ai. Mais le temps, c'est quelque chose que j'ai du mal à avoir, c'est ce bien le plus précieux, qui est à la fois notre adversaire, notre ennemi, comme disait Baudelaire, mais aussi notre allié, parce que c'est grâce au temps bien qu'on peut s'accomplir et qu'on peut accomplir ce qui nous passionne dans la vie. Maintenant, sans vouloir donner l'air d'avoir un discours un peu trop simpliste ou un peu trop réducteur, j'ai envie de te dire que la procrastination, c'est toi qui décides de la subir ou pas. La volonté n'est pas quelque chose qui est totalement étranger à nous-mêmes. La volonté qui nous anime ou qui nous fait défaut, en réalité, on a un pouvoir sur elle. Par exemple, il y a des personnes qui vont aller se bourrer la gueule tous les soirs, se coucher à 4 heures du matin, se lever à midi, et qui vont nous expliquer qu'elles manquent de volonté, qu'elles manquent de motivation, et qu'elles ne comprennent pas pourquoi certaines personnes y arrivent et qu'elles n'y arrivent pas. Bon. Parfois, le problème est simplement sous notre nez et on refuse de le voir. Quand on a une mauvaise hygiène de vie, quand on a une mauvaise alimentation, quand on ne fait pas d'activité physique, il est normal que notre volonté soit un petit peu amoindrie. C'est tout à fait normal. La volonté n'est pas quelque chose qui dépend d'un coup de baguette magique ou de la bonne grâce de la fortune. La volonté, c'est quelque chose sur quoi on peut influer, à condition de mettre en place certaines pratiques, certains automatismes, certains rituels, j'en ai parlé dans ma vidéo justement sur l'habitude, et ça suppose des efforts au quotidien, ça suppose un certain nombre de sacrifices, ça suppose par exemple de refuser d'aller boire des verres avec des amis, parce qu'on a quelque chose à terminer, et que lorsqu'on aura terminé, on aura une satisfaction, on aura une fierté qui va largement dépasser le plaisir éphémère qu'on aurait pu avoir à aller boire des verres, même si c'est très important d'aller boire des verres avec ses amis. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la procrastination, c'est souvent une altération de la volonté, et que la volonté, c'est quelque chose sur quoi on peut avoir une force d'influence à condition de mettre en place certaines pratiques et certains automatismes. Question suivante. Que conseillerais-tu à un jeune qui arrête ses études? Question d'Alex. Alors mon cher Alex, je te répondrai spontanément que arrêter ses études, ce n'est pas un projet. On arrête ses études parce qu'on fait quelque chose d'autre à la place. Donc la question d'abord que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu as un plan B?
Est-ce que tu as un projet qui justifierait d'arrêter tes études? Parce qu'on n'arrête pas ses études pour arrêter ses études. Il faut que ça serve quelque chose, que ça serve une autre finalité. Donc si tu arrêtes tes études parce que tu as un projet qui te passionne, et un projet qui soit aussi réaliste, parce qu'il ne sert à rien de se lancer dans une quête perdue d'avance, c'est souvent quelque chose qu'on a tendance à faire, de se lancer dans des objectifs totalement inatteignables pour ensuite pouvoir justifier le fait de ne pas avoir réussi. Moi, je ne suis pas de cette école-là. Je pense qu'il faut toujours avoir un objectif qui soit atteignable, qui soit réaliste. Et si tu as non seulement la passion, la détermination, mais aussi les moyens, c'est-à-dire les moyens matériels et immatériels pour mener à terme cet objectif qui est le tien, et à ce moment-là, tu peux arrêter tes études en toute sérénité, tu peux les arrêter sans culpabiliser ou sans te dire que tu vas décevoir tes parents, ta famille, ton entourage, parce que ça, on s'en fout, c'est ta vie, c'est toi qui vas la mener. Donc si tu as un projet viable, eh bien j'ai envie de te dire, fonce. Fonce et ne te pose pas de questions. Les seules questions que tu dois te poser, ce sont les questions qui vont t'aider à atteindre ton objectif. Ce sont les questions qui vont nourrir ton projet et te permettre d'apprendre, de t'améliorer et donc de te rapprocher de cet objectif que tu te fixes. Question suivante. Est-ce que tu as déjà abordé le thème de l'addiction? Sinon, comptes-tu en parler? Alors, la question de l'addiction, je l'ai abordée dans une vidéo qui est la vidéo sur la pornographie chez les jeunes, mais c'était un traitement localisé de la question de l'addiction, c'est-à-dire c'était l'addiction appliquée à un cas particulier, mais je n'ai pas abordé la question de l'addiction de manière générale. C'est quelque chose que je compte faire, parce que j'entends beaucoup de choses qui me paraissent, on va dire, sinon fausses, du moins très mal formulées sur la question de l'addiction. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de présupposés au niveau sémantique, au niveau des mots qu'on utilise, qui nous amènent dans des impasses intellectuelles. Par exemple, lorsque j'entends dire quelqu'un que boire un verre d'alcool par jour, c'est être alcoolique, je trouve qu'on est dans une sorte d'homogénéisation de tout qui n'a plus aucun sens. Parce qu'à ce moment-là, tout est addictif. Avoir un rapport sexuel par jour, c'est de l'addiction. Jouer une partie de jeu vidéo par jour, c'est de l'addiction. Donc tout peut être qualifié d'addiction à partir du moment où c'est quelque chose de quotidien. Or, ce critère de la fréquence, de la quotidienneté d'une action pour définir l'addiction me semble être un très mauvais critère. Parce qu'il y a des addictions, dans ce cas-là, qui sont très saines. Aller à la salle de sport tous les jours, aller faire 1 heure de marche tous les jours, si c'est addictif, où est le problème? À ce moment-là, ça veut dire que l'addiction est positive. Or, on entend bien dans le mot addiction qu'il ne s'agit pas de quelque chose de positif, qu'il s'agit de quelque chose, au contraire, de l'ordre de l'anomalie ou de la pathologie. Donc si on commence à appeler addiction tout un tas de petites choses qui n'entraînent pas de dysfonctionnement au niveau de notre quotidien, au niveau de notre vie sociale, au niveau de notre vie professionnelle, à ce moment-là, je trouve que le terme d'addiction est non seulement très mal choisi, mais même qu'il induit en erreur. Il induit en erreur parce qu'il participe de cette logique de l'autoculpabilisation permanente qui pour moi est un frein à l'action, est un frein à l'accomplissement, parce que ça consiste à dire que dès qu'on fait un pas de côté, c'est mal. Dès qu'on fait un pas de côté, il faut rentrer dans le droit chemin. Moi, cette vision-là, je ne la partage pas, je ne l'applique pas, je ne la prôme pas, parce que je pense que c'est tout simplement une vision qui est profondément contraire à la vie et à l'essence de la vie. Et l'essence de la vie, ce sont les irrégularités. L'essence de la vie, c'est le relief. L'essence de la vie, c'est aussi faire des choses qui ne rentrent pas très exactement dans la ligne droite de la norme. Et à côté de ça, ça ne m'empêche pas d'être extrêmement non seulement vigilant, mais aussi très critique envers certaines pratiques que je considère être des pratiques addictives sans même que l'on s'en rende compte. Par exemple, le fait de ne pas pouvoir s'empêcher d'interrompre ses interlocuteurs, pour moi, ça relève de l'addiction. Et c'est une addiction qui est beaucoup plus polluante et toxique que le fait de boire un verre de vin ou de boire une bière par jour. Donc moi, j'évalue une addiction au regard de la nuisance objective qu'elle produit dans la vie de l'individu. Et c'est tout ça dont j'aimerais parler dans une vidéo que je ferai peut-être sur le thème de l'addiction. Question suivante. Question personnelle. Tu as quel âge? J'ai 34 ans. Faut-il être modeste? Max. Alors Max, si c'est ta seule qualité, oui, il vaut mieux être modeste. Mais plus sérieusement, je dirais qu'il faut distinguer la modestie de l'humilité. La modestie, c'est la démonstration d'humilité. C'est ce qui fait qu'on va dire par exemple je n'ai rien fait d'extraordinaire, je ne mérite pas les compliments que tu me fais, etc. Donc cette humilité exacerbée, c'est ça la modestie, et je pense que la modestie trahit parfois une fausse humilité. Donc l'humilité, c'est tout simplement d'accepter de ne pas être toujours au devant de la scène,
d'accepter de ne pas être toujours le centre des attentions, et aussi d'accepter certaines formes d'injustice. Par exemple, le fait d'être l'auteur de quelque chose dont on reconnaît la valeur, mais de ne pas être reconnu soi-même comme l'auteur de cette chose, c'est quelque chose qu'il faut savoir accepter. Parce qu'après tout, c'est pas grave de ne pas recevoir le titre, de ne pas être reconnu comme étant l'auteur de quelque chose, comme étant celui grâce à qui telle chose a été possible, c'est pas grave. Finalement, la question qu'on doit se poser, c'est que m'apporterait cette reconnaissance, que m'apporterait cette valorisation symbolique du statut. Et en réalité, on s'aperçoit que le statut est souvent beaucoup plus source d'encombrement que d'autres choses. Donc, au final, l'humilité, c'est peut-être le meilleur moyen de se soulager la vie. Question suivante. Comment vivre sans la pression écrasante du regard d'autrui? Anas. Bien Anas, on est dans le prolongement de la question précédente. Je te répondrai que la pression du regard d'autrui n'est écrasante que dans la mesure où tu la laisses être écrasante. Parce que le regard d'autrui, tu peux décider de ne pas le croiser. Tu peux décider de vivre sans. Le regard d'autrui, déjà, qu'est-ce que c'est autrui? Ça désigne qui, autrui? Est-ce que autrui, c'est ta femme? Est-ce que c'est ta mère? Est-ce que c'est ton enfant? Est-ce que c'est ton boulanger? Est-ce que c'est ton voisin? Est-ce que c'est celui que tu vas croiser une seule fois dans ta vie et que tu ne reverras jamais? Tu ne peux pas accorder la même valeur au regard de toutes les personnes sur la Terre. Il y a forcément des personnes dont le regard va avoir une valeur, une importance, un intérêt supplémentaire par rapport aux autres personnes. Donc déjà, j'ai envie de te dire, tu peux te débarrasser de la pression que représente le regard des personnes que tu ne connais pas et surtout qui ne te connaissent pas. Parce que vaut un regard posé sur toi par une personne qui ne te connaît pas? Par exemple, que vaut mon regard sur la gastronomie italienne alors que je n'ai aucune compétence en gastronomie italienne? Que vaut mon regard? Il ne vaut rien. Il ne vaut pas plus que ton regard, toi par exemple, si tu n'y connais rien comme moi, ou que le regard de notre voisin qui n'y connaît rien non plus. Donc le regard d'autrui, il a la valeur que tu lui accordes, et si tu estimes que ce regard n'a pas de valeur, eh bien tu n'as aucune raison de lui accorder de l'importance. Donc comment vivre sans la pression écrasante du regard d'autrui? En le décidant. Question suivante. Que penses-tu du libre arbitre? Et je vais coupler cette question avec la suivante. Le destin et le libre arbitre, comment concilier les deux? Alors, le destin, le libre arbitre. Donc j'ai fait une vidéo récemment qui s'intitule « Tu mérites ton succès », qui était une vidéo réponse à Monté de la chaîne Linguisticae sur la question du mérite. Parce que il me semble qu'il y a une tendance que je trouve très fâcheuse actuellement, qui consiste à dévaloriser tout ce qui relève de l'initiative personnelle, tout ce qui relève de l'effort, tout ce qui relève de l'action individuelle, au motif que ça participerait uniquement d'une idéologie élitiste qui serait aveugle aux déterminismes sociaux qui nous gouvernent. Et même si j'abonde dans l'idée qu'il existe un déterminisme social, puisqu'il suffit de regarder les chiffres, j'estime que ça ne justifie pas de s'adresser à un individu en lui disant « quoi que tu fasses et quoi que tu veuilles, tu n'atteindras jamais tes objectifs. » J'irais même jusqu'à dire que je considère cette attitude comme une faute morale. Une faute morale parce qu'on va plaquer sur un individu dont on ne connaît rien des lois générales qui, par définition, admettent un grand nombre d'exceptions. Et ce que je remarque, c'est que, ironiquement, nous sommes dans une société qui accorde énormément d'importance aux cas particuliers, aux exceptions. Le mot d'ordre, c'est pas d'amalgame. On va valoriser les cas particuliers, on va valoriser les exceptions, on va dire que tout le monde est différent et que une loi ne démontre rien par rapport à tel ou tel individu. Et dans le même temps, on va s'appuyer sur la sociologie qui identifie des lois générales, qui identifie des déterminismes sociaux qui s'appliquent à l'ensemble de la collectivité, pour dire à un individu et pour lui faire croire qu'il n'a aucune chance d'atteindre ses objectifs, pour lui faire croire que la réussite ne dépend pas de lui. Eh bien ça, moi je trouve ça scandaleux, je trouve ça honteux, et c'est mon devoir de le dire dans une vidéo, et peu importe que des personnes ne soient pas d'accord et m'opposent des études sociologiques qui tendraient à démontrer que. Parce que la science n'a rien à nous dire sur une destinée individuelle. Parce que la science n'a rien à nous dire sur la trajectoire personnelle d'un être humain. Combien de romans, combien de films, combien d'œuvres en général ont complètement chamboulé le destin d'un individu? Est-ce que vous n'avez jamais été chamboulé, bouleversé, transcendé par une œuvre qui vous a fait complètement sortir du schéma déterministe dans lequel vous étiez placé? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui, à un moment donné, ont perturbé votre trajectoire de manière si forte, de manière si intense, qu'à partir de là, il vous devient tout simplement impossible d'accepter les lois de la fatalité sociologique? Donc si certains ont envie d'endosser cette logique totalement contradictoire, puisqu'elle consiste à la fois à rejeter les amalgames et en même temps à refuser les cas particuliers,
Si certains ont envie de se placer dans cette logique-là, grand bien leur en face, mais moi il est hors de question que je promeuve sur ma chaîne un discours réducteur, un discours simplificateur et surtout un discours démobilisateur, parce que je sais que les personnes qui m'écoutent sur YouTube sont des personnes qui ont peut-être parfois besoin ou envie d'entendre des choses qui vont les mobiliser, qui vont les motiver, qui vont peut-être aussi même les élever dans une certaine mesure, en tout cas du point de vue de leur volonté, parce que ça, pour moi, ça a de l'importance, ça a de la valeur, et il est hors de question que je recule ne serait-ce que d'un seul centimètre sur ce plan-là. Et j'ajouterai pour terminer sur cette question, que le destin et le libre arbitre ne sont pas du tout des notions incompatibles. Il y a une histoire drôle que je raconte souvent pour donner mon avis sur la question du libre arbitre et du destin, c'est l'histoire de ce rescapé qui est sur un bateau qui fait naufrage, et un canot de sauvetage s'approche de lui pour le sauver. Et la personne répond « Non, non, laissez-moi, laissez-moi, Dieu me sauvera ». Le canot fait demi-tour, arrive un deuxième canot de sauvetage, et la personne, toujours pareil, « Laissez-moi, laissez-moi, Dieu me sauvera ». Le canot fait demi-tour, troisième canot de sauvetage qui arrive, « Laissez-moi, Dieu me sauvera ». Qu'est-ce qui se passe? Le type coule dans l'eau, il meurt. Il arrive au paradis, et il va voir le Tout-Puissant, et il lui dit « Mais enfin, Seigneur, je ne comprends pas, pourquoi ne m'as-tu pas sauvé ?» Et Dieu lui répond « Tu plaisantes. Je t'ai envoyé 3 canots de sauvetage et tu les as envoyés balader. » C'est exactement ça la métaphore du libre arbitre et du destin. Si vous ne saisissez pas les opportunités que le destin vous tend, et à ce moment-là, vous subissez votre destin. Le libre arbitre, c'est être acteur de son destin. Ça ne veut pas dire qu'on va changer ce qui était prévu pour nous, mais ça veut dire en tout cas qu'on va y participer au sens étymologique, on va y prendre part. Question suivante. Que penses-tu de la vision nietzschéenne de Julien Rochdy? Alors j'ai vu la vidéo de Julien Rochdy sur Nietzsche, une très belle vidéo, très travaillée. Ça se voit qu'il a beaucoup travaillé, beaucoup préparé cette vidéo, et ça se voit également que c'est un fin lecteur de Nietzsche. Alors là-dessus, je veux pas du tout avoir une réponse de professeur ou de débunker, parce que c'est pas du tout ma façon de faire. Je ne vais pas m'amuser à identifier les points d'accord ou de désaccord que je pourrais avoir avec Julien Rochdy sur Nietzsche. Le fait est que c'est un excellent travail, et le fait est également que nous avons tous une approche personnelle des auteurs, des philosophes, qui nous ont influencés, et c'est tout à fait normal, parce qu'il me semble totalement vain, totalement impossible, de prétendre connaître un auteur de manière exhaustive, et encore moins de manière objective. On peut avoir une connaissance très fournie, très détaillée d'un auteur ou de son œuvre, mais l'approche qu'on a, par définition, c'est la nôtre, et un Nietzschéen comme Julien Rochdy sait pertinemment que nos idées sont aussi le prolongement de notre condition physique, de notre corps. Donc je pense qu'il ne serait pas satisfait si je disais qu'il avait une vision totale et objective de Nietzsche, parce que ça n'a pas de sens, tout simplement. De manière générale, lorsque je parle d'un philosophe sur ma chaîne YouTube, je le fais toujours à partir de mon point de vue, je le fais toujours à partir de ma propre approche personnelle, parce que nous sommes tous condamnés à ça. Et la prétention à l'objectivité, la prétention à la neutralité scientifique lorsqu'on parle de philosophie me paraît totalement absurde et insensé. Ça n'a strictement aucun sens. Et je veux bien que lorsqu'on écoute un cours de physique ou un cours d'astronomie, on se passe volontiers des observations ou des remarques personnelles du professeur, parce que ça n'a rien à faire là. On est là pour recevoir un savoir, une connaissance qui n'a pas à être déformée, altérée par les croyances ou les opinions personnelles de celui qui nous les transmet. Mais lorsqu'il s'agit de philosophie, on est bien obligé de faire avec. Et moi, je crois d'autant moins en la neutralité que je crois en l'honnêteté. Je n'essaye pas d'être neutre, j'essaye d'être honnête. Et être honnête, ça consiste tout simplement, lorsqu'on parle d'un auteur, lorsqu'on parle d'une philosophie, à se poser sincèrement la question avec soi-même, est-ce que lorsque je dis ça, je dis tout ce que je sais? Est-ce que lorsque je dis ça, je sais que j'ai raison de le dire? Est-ce que lorsque je dis ça, je ne suis pas en train de déformer la pensée dont je parle? C'est ça la question qui me guide en permanence, et c'est la seule. Et lorsque je dis quelque chose sur un auteur ou sur sa philosophie, et que je me réécoute, je suis toujours à l'affût de l'interprétation trop orientée, ou de l'ajout personnel, ou de la déformation, qui fait que je ne pourrais pas assumer de proposer un contenu que je saurais ne pas être honnête. Voilà ma ligne de conduite, voilà ce qui me guide dans mon rapport à la philosophie et aux auteurs dont je parle, et la question sur Julien Rochdy m'a apporté l'occasion de cet éclaircissement. Question suivante. Penses-tu que l'on a le physique de ses idées? Peut-on par exemple se revendiquer d'une philosophie nietzschéenne tout en étant soi-même cul de plomb? Alors, voilà une question très intéressante, une question éminemment nietzschéenne, et en préambule de ma réponse, je ferai d'abord une petite remarque.
Tu me demandes si on a le physique de ses idées, et c'est souvent l'expression qu'on entend, avoir le physique de ses idées. Et c'est marrant qu'on n'entende jamais le fait de dire qu'on a les idées de son physique. Et moi, je serais plutôt partisan de cette approche-là. Est-ce qu'on a les idées de son physique? La question ne me paraît pas insensée, contrairement à ce que beaucoup pensent, tout simplement parce que je considère que l'être humain est une totalité, c'est-à-dire un corps et un esprit, et que on ne peut pas décréter la séparation entre le corps et l'esprit, tout simplement parce que on préférerait que ce soit comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Le corps et l'esprit sont deux choses qui sont en interaction permanente. Là-dessus, j'ai une vision totalement spinoziste, et je ne trouve pas du tout ni absurde ni scandaleux qu'on se pose la question de savoir s'il pourrait effectivement y avoir un lien entre le physique et nos idées, ou en tout cas notre personnalité, notre mentalité, davantage que nos idées ou nos opinions. Alors il se trouve que c'est quelque chose qui a existé dans l'histoire, on appelait ça la physiognomonie, mais c'est un terme qui est tombé en désuétude parce que ce n'est pas considéré comme une discipline scientifique. C'est pas considéré comme quelque chose de sérieux. Donc ici, je ne me place pas du tout sur le terrain scientifique, je ne me place pas non plus sur le terrain de la physiognomonie. On va simplement se placer sur le terrain de l'expérience quotidienne, l'expérience de tout un chacun, expérience qui parfois nous rend capables d'anticiper l'état d'esprit, la manière de penser, la mentalité d'une personne par rapport à son physique. Il est vrai qu'il y a des physiques qui vont plutôt inspirer la brutalité intellectuelle, tandis que certains physiques vont plutôt inspirer la douceur intellectuelle ou la finesse intellectuelle. C'est quelque chose qui a, on va dire, une certaine réalité, même si, et c'est très important de le préciser, on peut parfois avoir des surprises, parce qu'on peut parfois tomber sur des personnes qui vont avoir un physique très imposant, une carrure très impressionnante, et on va en déduire de ce simple fait que leur pensée est également une pensée de la force, alors que parfois, pas du tout. Il y a des personnes qui vont être au contraire dans la finesse, dans la subtilité, ce qui veut bien dire qu'on ne peut pas juger des idées d'une personne sur la simple base de son physique. En revanche, si on accepte l'idée que l'être humain est une totalité qui vit dans un milieu, que ce milieu va avoir une influence sur ses caractéristiques, donc y compris ses caractéristiques physiques, il n'est pas du tout absurde de penser que ce milieu aura également une influence sur ses caractéristiques intellectuelles, psychiques, morales, et que de ce point de vue-là, il est possible d'établir un lien entre le physique et les idées. Alors il se trouve, pour parler de mon cas personnel, que lorsque je dis aux gens que je ne connais pas que je fais de la philosophie, que c'est mon métier, ces personnes-là souvent me regardent d'un air un peu dubitatif en disant « mais est-ce qu'il n'est pas en train de se moquer de moi ?» Et donc je suis obligé de leur donner des gages, je suis obligé par exemple de leur faire un petit résumé de la pensée de Platon, justement, pour leur prouver que je suis pas en train de leur raconter des cracks. Et à ce moment-là, eh bien, effectivement, les personnes sont un peu surprises parce qu'elles se disent, tiens, il y a un décalage entre cet individu qui ressemble plutôt à un professeur de flamenco ou à un prof de boxe qu'à un prof de philosophie. Et il est vrai que l'approche philosophique que je propose sur ma chaîne n'a rien à voir avec l'approche d'un Danny Caligula ou d'un Monsieur Phi ou d'un Cyrus North, qui pour le coup sont des personnes auxquelles je ne ressemble pas du tout physiquement. Donc peut-être que la différence qu'on va retrouver dans la manière d'aborder la philosophie chez ces trois vidéastes va correspondre à un environnement, un milieu, et donc également à des caractéristiques physiques qui ne sont pas les miennes. Et ça me va très bien parce que j'estime que la voie que je propose sur ma chaîne, c'est une voie qui ne se veut pas conventionnelle, et je ne cherche pas à ressembler aux autres. Il est clair que j'ai une approche beaucoup plus anarchiste, beaucoup plus sauvage de la philosophie que mes collègues youtubeurs qui vont avoir une approche peut-être plus scolaire ou plus académique, plus conventionnelle. Et je trouve amusant le fait que cette différence d'approche se vérifie également dans la différence physique. Donc oui, je pratique le sport, oui, je porte des chemises ouvertes et des chaînes en or, et oui, c'est compatible avec une activité philosophique, parce que l'activité philosophique ne dit rien du contenu que l'on donne à cette activité philosophique, et qu'on peut accorder énormément d'importance à la vie philosophique sans pour autant dénier les valeurs de la vie tout court. Et la vie tout court, ça passe par le corps, ça passe par la chair, ça passe par les sens, ça passe par le rire, ça passe par la nourriture, ça passe par la boisson, ça passe par le travail des mains, ça passe par le contact visuel, ça passe par tous les canaux sensoriels dont nous sommes pourvus et qui vont nous donner matière à penser.
Voilà pour ta réponse, mon cher Nico. Question suivante. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en ordre vos lectures et à nous les soumettre? Alors finalement, la question c'est qu'est-ce qui m'a poussé à ouvrir une chaîne YouTube sur laquelle je parle de philosophie? Eh bien, je dirais tout simplement que c'est ma passion pour la philosophie qui m'a poussé à vouloir la transmettre. Parce qu'il me semble que lorsqu'on a une passion, on veut sinon la partager, du moins la mettre à disposition de ceux qu'elle peut intéresser. Et moi, ça a toujours été ma ligne de conduite, c'est de dire que je ne vais pas me battre pour convaincre, et d'ailleurs sur mes vidéos, j'essaye très rarement de convaincre, mais par contre j'essaye systématiquement de proposer des pistes de réflexion, de proposer des outils pour penser le monde, de proposer finalement tout ce que la pensée humaine a produit dans l'histoire, et dont je ne suis qu'un transmetteur sans mérite pour le coup. Je vais rejoindre Monté sur ce point-là précis, à savoir que je ne peux pas m'attribuer le mérite de pensées qui ne sont pas les miennes, au sens où je ne les ai pas élaborées tout seul dans mon coin avec mon petit cerveau. Donc la passion est communicative, la passion se transmet, et j'ai estimé de manière très prétentieuse que ce que j'avais à dire à propos de ma passion était susceptible d'intéresser d'autres personnes que moi. Question suivante. Qu'est-ce que tu choisis quand tu joues à Street Fighter? Ryu. Que penses-tu du scepticisme? Caribou des profondeurs. Alors mon cher Caribou, tout dépend de ce que tu appelles le scepticisme, parce qu'il existe plusieurs formes de scepticisme. Il y a le mouvement philosophique de la Grèce antique, mais je ne pense pas que ce soit ce dont tu parles. Je pense, et je peux me tromper, que tu fais référence au scepticisme contemporain, ce qu'on appelle également la zététique en France. Aux États-Unis, on parle de scepticisme, skepticism. Et sur ce scepticisme-là, eh bien, j'ai évidemment beaucoup de choses à dire, parce que il me semble qu'il y a une démarche très noble, très louable, que j'encourage d'ailleurs dans mes vidéos, dans ce scepticisme, qui est la nécessité de remettre en cause ce que l'on pense être vrai, la nécessité de remettre en question nos présupposés, nos postulats, c'est-à-dire les fondations sur lesquelles on établit notre pensée. J'ai lu Orwell, je me suis beaucoup intéressé à la question de la propagande, et je sais une chose, c'est que la propagande n'a pas besoin d'être intensive lorsqu'elle est structurellement efficiente, c'est-à-dire lorsque les bases sont suffisantes pour qu'on n'ait pas besoin ensuite de manipuler l'opinion. En réalité, il suffit qu'on manipule les structures de l'opinion pour que tout ce qui va s'édifier sur ces structures soit lui-même manipulé. Donc le scepticisme, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Je considère l'esprit critique comme une arme d'autodéfense, et je le prônerai jusqu'à mon dernier souffle. Maintenant, il y a le scepticisme, et il y a la manière dont on pratique le scepticisme. Et là, on est dans quelque chose de très différent. Parce que il y a sur YouTube une communauté sceptique qui se fait fort de vouloir appliquer le scepticisme à tout un tas de domaines. Ça peut aller de l'étude des phénomènes ovnis, en passant par le spiritisme, également l'homéopathie, les vaccins. Et de temps à autre, ces représentants de la communauté sceptique s'essayent à des sujets politiques, ou à des sujets moraux, ou à des sujets ayant trait à l'idéologie, mais aussi aux sciences humaines et sociales, qui sont des domaines scientifiques dans lesquels, on le sait, l'idéologie est toujours présente, puisque c'est un des présupposés d'ailleurs des sciences humaines, et notamment de la sociologie, de dire que tous les individus sont partie prenante de représentation collective, de représentation sociale, sociétale, comme on dirait aujourd'hui, dont vont dépendre nos manières de penser le monde et de poser les questions. Donc là, on entre dans ce que j'appelle l'épistémologie sérieuse, c'est-à-dire l'épistémologie capable de se poser la question de son propre point de vue. Et en réalité, l'épistémologie, c'est-à-dire la manière dont on va définir les règles avec lesquelles on produit de la connaissance, cette épistémologie, elle est toujours tributaire d'un environnement socio-culturel, elle est toujours imbriquée dans des considérations idéologiques, dans des opinions et dans des croyances, et l'idée qu'on serait capable de tenir cette idéologie à distance de nous-mêmes lorsqu'on pense le monde, me paraît être non seulement illusoire, mais aussi très dangereuse. Alors ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis très longtemps en philosophie, en épistémologie, cette incapacité que nous avons en tant qu'êtres humains sociaux, en tant qu'êtres civilisationnels, de nous extraire de nos représentations collectives, de nous extraire de ce contexte, de cet environnement socio-culturel qui va influer jusque la manière même de poser des problèmes et donc la manière de répondre à ces problèmes. Maintenant, il y a un autre problème qui est le problème
du militantisme sceptique, militantisme déguisé, qui va prendre les habits du scepticisme, de la rationalité et de la méthode, la sacro-sainte méthode, pour en réalité défendre des thèses, défendre des positions sociales, morales, politiques, et ce de manière totalement indépendante de la rationalité scientifique. Et on en a eu des exemples éclatants ces derniers temps, avec tout un tas de polémiques qui ont agité la communauté sceptique sur justement des dissensions, des désaccords, sur des questions morales, sur des questions politiques, sur des questions idéologiques, qui montrent bien qu'une méthode qui se veut rationnelle, qui se veut scientifique, ne conduit pas aux mêmes résultats, ne conduit pas aux mêmes conclusions, ne conduit pas aux mêmes opinions, et que donc cette méthode, elle va permettre de justifier ce que l'on aura décidé par avance de justifier. Et moi, ce que je peux vous dire, parce que j'en ai fait l'expérience, c'est qu'au nom de la rationalité, au nom du scepticisme, au nom de la méthode, on peut justifier la censure. On peut justifier la ségrégation. On peut justifier le fait que le sexe n'existe pas, que la nature n'existe pas, que tout n'est que construction sociale, que tout n'est qu'arbitraire, sans même se rendre compte que ce qu'on défend à ce moment-là peut également être qualifié de construction sociale et donc être rejeté comme relevant du pur arbitraire. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on est par exemple biologiste et qu'on en vient à déclarer qu'on ne sait pas ce qu'est un petit garçon ou ce qu'est une petite fille, autrement dit, qu'on ne sait pas ce qu'est la différence sexuelle, à ce moment-là, il y a un petit problème. Il y a un petit problème parce que la division sexuelle, c'est un petit peu la base de la biologie, je crois qu'on apprend ça en cinquième, les chromosomes XX, XY, et le fait qu'on utilise prétendument la pensée critique pour remettre en cause des réalités biologiques, à moins d'avoir des motivations idéologiques derrière, je vois pas vraiment le sens que ça peut avoir. De la même façon, quand je vois ces mêmes membres de la communauté sceptique s'acharner à dénoncer la religion, la spiritualité dans une société laïque majoritairement athée et où la religion n'occupe, pour ainsi dire, plus aucune place d'autorité et de pouvoir, en tout cas en France, je me dis qu'il y a peut-être un petit problème de détournement idéologique de cette méthode sceptique vers des fins qui n'ont rien elles-mêmes de rationnel ou de scientifique. Je me dis qu'on est peut-être dans une forme de militantisme déguisé, dans une forme de propagande qui ne dit pas son nom, et ça, je ne peux pas le voir d'un bon œil, donc j'ai tendance, personnellement, à prendre mes distances vis-à-vis de cette communauté sceptique, et à me montrer, pour le coup, critique vis-à-vis de cette version de la pensée critique. Question suivante. Comment rester stoïque face à l'actualité du monde qui s'effondre? Alors Alexandra, j'ai envie de te répondre que dans quelle autre condition y aurait-il un sens à rester stoïque si ce n'est dans un monde qui s'effondre? Ce que je veux dire par là, c'est que le stoïcisme, par définition, il a vocation à nous aider à supporter une réalité qui nous dérange, qui nous déplaît, et sur laquelle nous n'avons pas de prise. Donc si tu observes le monde qui s'effondre autour de toi, et que tu n'as pas les moyens d'inverser la tendance, bien c'est effectivement à ce moment-là que le stoïcisme va avoir un sens, que le stoïcisme va avoir une fonction, un intérêt, et c'est justement là que tu vas pouvoir le mettre en pratique et lui donner un sens. Donc rester stoïque, ça peut passer par exemple par être conscient de la réalité, cette réalité qui s'effondre dont tu parles, mais ne pas être focalisé et surfocalisé sur l'effondrement de cette réalité. Ce que je veux dire, c'est que il existe aussi, on va pas se mentir, il existe aussi un certain masochisme intellectuel chez certaines personnes qui est de focaliser absolument et intégralement toute leur attention sur ce qui ne va pas. Et j'estime que lorsqu'on a fait le constat de la catastrophe, il n'y a pas de raison de prolonger le constat dans l'infinité des micro-détails qui vont te confirmer la catastrophe que tu as déjà constatée. Si tu as, ce que je ne te souhaite pas, un accident de vélo, tu vas être transporté à l'hôpital, on va te soigner. Est-ce que tu vas passer tout le trajet dans l'ambulance à faire la description détaillée de tes plaies et de tes os qui sont cassés? Je ne pense pas. Je pense plutôt que tu vas serrer les dents en attendant d'être prise en charge par un médecin, en attendant de recevoir des calmants et d'être soigné. Ce que je veux dire, c'est que une fois que le constat de la blessure a été fait, il n'y a pas vraiment de sens à prolonger ce constat. Il y a plutôt un sens
à vouloir modifier ce constat, c'est-à-dire concrètement à te soigner. Donc, s'il y a des choses sur lesquelles tu as un pouvoir d'influence, à ce moment-là, ne te pose pas de questions, et j'allais même te dire, cesse de réfléchir, parce que tu n'as plus besoin de penser lorsqu'il s'agit d'agir. À l'inverse, si tu n'as pas de moyen d'action, si tu n'as pas de prise pour modifier l'ordre des choses, eh bien je ne peux que t'inviter au recueillement, à la méditation, à la contemplation, bref, à toutes les activités qui vont te permettre tout simplement de détacher ton esprit de cette réalité qui s'effondre. Question suivante. Penses-tu qu'on peut être philosophe et politicien à la fois? Non. Je pense pas que ce soit possible d'être politicien et philosophe à la fois. Je pense qu'il est possible de faire de la politique avec une démarche philosophique, avec un esprit philosophique. Là-dessus, je reste très platonicien, la cité des philosophes rois, à condition qu'on rappelle que chez Platon, le philosophe, c'est celui qui n'a pas d'ambition individuelle, c'est celui qui œuvre uniquement au bien de la cité, au bien commun, donc c'est quelqu'un qui est animé seulement par la vertu, mais ça me semble contradictoire dans les termes, puisque le but de l'homme politique, c'est d'accéder au pouvoir, et quels que soient les moyens pour y accéder. Donc le politicien, s'il veut être efficace dans son métier, dans sa pratique politique, il doit être un sophiste, il doit être un manipulateur d'opinion, il doit être un rhétoricien sans scrupules et sans vertu. Donc le philosophe et le politicien ont peu de chances de travailler de concert. Maintenant, je ne doute pas que l'on puisse vouloir s'engager en politique animé par des ambitions philosophiques, c'est-à-dire animé par l'amour du vrai, pour le dire rapidement. Mais mon avis personnel, c'est que dans ce cas-là, on ne fait pas de vieux os. Question suivante. Aimeriez-vous faire des vidéos analyses philosophiques de personnages? Meursault dans L'étranger de Camus, Phèdre de Racine, ou pourquoi pas Goku de Dragon Ball? Vous pourriez nous transmettre un parcours et ce qu'il y a à en tirer en termes de valeur ou de réflexion. Bien écoute mon cher double R, je vais t'appeler double R, je te remercie énormément pour ta question qui est en même temps une suggestion. Et figure-toi qu'en préparant cette FAQ, j'ai sélectionné ta question et j'y ai réfléchi. Et effectivement, je pense que je vais le faire, c'est-à-dire que je vais lancer un nouveau format d'épisode dans lesquels j'analyserai un personnage, on va dire, de la culture populaire, pour le dire très rapidement, qui pourra être soit un personnage de fiction, un personnage de film ou un personnage littéraire, pourquoi pas également un personnage historique, et faire une sorte de portrait philosophique de ce personnage, étant entendu que ce sera plus un prétexte amusant pour vous parler de philosophie, que de faire un vrai portrait philosophique, parce que je pense que ce serait un peu prétentieux, pour ne pas dire un peu grotesque, de prétendre faire un portrait philosophique rigoureux, universitaire d'un personnage de fiction. C'est pas du tout mon ambition sur ma chaîne. En revanche, je retiens l'idée et on va dire que dans quelques semaines, vous aurez droit à votre première vidéo portrait philo, dont je sais déjà sur quel personnage elle va porter. Mystère et suspense. Question suivante. Salut Charles, que penses-tu du mépris qu'arbore une large partie des gens issus d'un milieu socio-culturel élevé pour la culture populaire, et plus généralement pour tout ce qui émane du populaire? Alors, là, j'aurai un début de réponse qui m'est inspiré par ce que disait Jean-Claude Michéa à propos de la classe des intellectuels, et ce que disait Michéa, qui me paraît être frappé du sceau du bon sens, c'est que de la même façon qu'il existe un complexe d'infériorité des classes populaires pour ce qu'on va appeler l'élite, les classes élitistes, il existe aussi un complexe d'infériorité de cette élite intellectuelle vis-à-vis des classes populaires, qui se situe dans ce dont on a parlé tout à l'heure, à savoir le rapport corps-esprit. Il y a un complexe d'infériorité chez des personnes qui, parce qu'elles sont issues des milieux populaires, n'ont peut-être pas forcément baigné dans l'environnement qui leur aura permis ensuite de développer leurs aptitudes intellectuelles et éventuellement de pouvoir en faire leur métier. Mais il se trouve que ces personnes-là, issues des milieux populaires, ont par contre généralement plus d'aptitudes dans les travaux physiques, dans les travaux manuels, dans tout ce qui est lié à l'activité du corps. Et il se trouve que, inversement, ceux qui ont baigné dans un environnement socio-culturel élitiste où la culture et la pensée, les idées ont pris une très grande place, parfois, pour ne pas dire souvent, ces personnes-là ont totalement délaissé la dimension physique, la dimension du corps. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une élite intellectuelle qui affiche un mépris pour des classes populaires dont elle envie secrètement les aptitudes physiques, alors même qu'on a des enfants issus des classes populaires qui pensent que passer à la télé pour parler d'idées, pour parler de concepts, c'est quelque chose qui n'est pas fait
pour eux, parce que eux, ils sont meilleurs avec leurs mains ou ils sont meilleurs avec un ballon dans les pieds. Donc ce que j'ai envie de dire à toutes les personnes qui sont issues des milieux socioculturels défavorisés, c'est de vous dire que le complexe d'infériorité que vous avez peut-être sur le plan intellectuel par rapport à l'élite, bien dites-vous bien que cette élite, elle a également ce complexe vis-à-vis de vous par rapport à vos qualités physiques. Pour moi, cet art de la moquerie, cet art du persiflage dont sont l'objet les personnes qui ont un physique un peu atypique dans la classe médiatique, il est parfaitement révélateur de ce complexe d'infériorité physique que nourrissent un grand nombre d'intellectuels. Question suivante. As-tu un avis en tant que fan de philosophie sur le point culture de Link the Sun qui parle de philosophie? Alors j'ai regardé le point culture de Link the Sun sur la philosophie. Alors on est sur des registres totalement différents entre ce que je propose sur ma chaîne et ce que propose Link the Sun. Ce que propose Link the Sun, c'est du divertissement. Ce sont des vidéos ludiques, très rythmées, que j'apprécie d'ailleurs, qui me font pour la plupart beaucoup rire, mais on est dans deux registres qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Alors moi j'ai tendance à penser que la philosophie, ça nécessite un certain rythme dont j'ai parlé tout à l'heure. La pensée, c'est pas quelque chose qui peut se faire en vitesse accélérée. Donc évidemment que l'approche que je propose va paraître en décalage si on la met en comparaison avec celle de Link the Sun. Mais de manière générale, j'estime que tout ce qui peut ramener dans le giron de la philosophie est bon à prendre. Donc j'aurais tendance à dire merci Link the Sun et continue comme ça. Question suivante. Es-tu curieux de découvrir l'au-delà? Pas pour l'instant, non, ça va. Merci. Qu'est-ce qu'un bon mot? Un bon mot, c'est un mot juste. Un bon mot, c'est un mot qui, lorsque tu l'entends, résonne et te fait dire « c'est ça ». Et lorsque tu te dis « c'est ça », ça veut dire que c'était le bon mot. Question suivante. Quelle vision as-tu du divertissement dans notre société actuelle? Alors, j'en parlais à l'instant avec Link the Sun. Le divertissement, j'en ai pas une conception unilatérale. Ce que je veux dire, c'est que le divertissement n'est pas que mauvais. Le divertissement n'est pas que négatif. Par moment, il est nécessaire de se divertir. De la même façon qu'il est nécessaire que le corps se repose après un effort. Donc je ne suis pas contre le divertissement. Je ne pense pas que le divertissement soit quelque chose qu'il faille systématiquement condamner. Ce qui n'est pas la même chose que de parler de la société du divertissement ou de la logique du divertissement permanent qui là, en fait, a un but qui est l'abrutissement. L'abrutissement des esprits, notamment dans l'industrie du spectacle, dans la télévision, en particulier, je pense que là, c'est très clair. Maintenant, je ne pense pas qu'il faille culpabiliser à chaque fois qu'on a envie de se divertir. Ce que je veux dire, c'est que regarder une série débile ou faire une partie de jeu vidéo après avoir travaillé, après être resté concentré pendant des heures et s'accorder un petit moment de repos, je ne pense pas que ce soit quelque chose sur quoi il faille jeter la culpabilité et la répression. Question suivante. Êtes-vous marié? Alors non, ma chère Lisa, je ne suis pas marié, en tout cas pas à ce jour. Néanmoins, je reste ouvert à toute proposition, à partir du moment où la femme qui partagera ma vie partagera aussi ma passion. Et pas seulement ma passion pour la philosophie, ma passion en général, et tout ce qui va avec, ce qui n'est pas une mince affaire. Chose à savoir, je déteste porter des pantoufles. Question suivante. Est-il vrai que la philosophie est morte aujourd'hui? Non, la philosophie ne meurt jamais. Et Socrate est mort pour que la philosophie vive. La philosophie ne meurt jamais puisque tant qu'il y a de l'humain, tant qu'il y a de l'esprit, il y a de la philosophie. Et moi-même, quand je ne serai plus là, eh bien, je sais que toutes les petites graines que j'aurai semées au travers de mes vidéos auront fait fleurir d'autres apprentis philosophes, d'autres aspirants philosophes. Et j'espère bien que ces aspirants philosophes continueront de faire vivre la philosophie au-delà de la vie. Et c'était la dernière question. On a donc terminé cette FAQ 100 000 abonnés. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura intéressé. On se retrouvera prochainement donc pour le retour des épisodes classiques, les audios philosophiques, ainsi que pour le lancement prochain du nouveau format sur les portraits philo. J'en profite pour vous renouveler mes remerciements pour votre soutien, pour votre fidélité. Continuez à partager les vidéos qui vous plaisent, c'est comme ça que vous m'aiderez à développer la chaîne, à la faire grandir encore davantage. Encore une fois, un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent financièrement sur Tipeee et par le système des souscriptions. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, tous les liens sont dans la description. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode et d'ici là, comme d'habitude, soyez sages.